Bonjour à tous, donc je m'appelle Muriel Carin, je suis maître de conférence à l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme basé en Bretagne et donc moi je suis plus spécifiquement basée à Lorient. Donc je travaille depuis une vingtaine d'années sur le développement de modèles thermo-hydrodynamiques appliqués plus spécifiquement à des procédés de soudage et depuis une dizaine d'années je m'intéresse aux procédés de fabrication additive. Donc c'est dans ce cadre que je fais ce cours pour l'école thématique sur la fabrication additive où on verra donc comment on peut simuler numériquement des procédés de fabrication additive. Donc ma présentation est organisée selon le plan suivant. Donc d'abord, je vais vous exposer comment on peut formuler un problème thermo-hydrodynamique pour la fabrication additive. Donc je commencerai d'abord par vous présenter quels sont les intérêts de ce type de modèle et quelles démarches on peut avoir pour mettre au point ces modèles. On verra plus particulièrement comment modéliser l'apport de chaleur, l'apport de matière, comment formuler un problème complet thermo-hydrodynamique pour le cas de la fabrication additive, et on abordera rapidement la problématique des données matériaux qui sont nécessaires pour ces modèles. En deuxième partie, je vous montrerai quelques exemples de simulations thermo-hydrodynamiques qui sont issus des travaux de recherche de mes doctorants. Donc on verra dans un premier temps le procédé LMD, donc Laser Metal Deposition, où on verra comment on a pu développer des modèles pour prédire les états de surface. En deuxième partie, on verra comment on a abordé la problématique du procédé WAM pour prédire les formes de bain, donc notamment pour des procédés CMT et mid pulsé. Et enfin, je vous montrerai également les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du soudage laser pour vous montrer également qu'on est capable de développer des modèles qui permettent de prédire des porosités en raison des instabilités du bain liquide et que l'on peut retrouver notamment dans des procédés de type SLM. Tout d'abord, quels sont les intérêts de développer des outils numériques pour la fabrication additive? D'une part, ça va permettre de mieux maîtriser ces procédés, puisqu'on va pouvoir comprendre l'ensemble des phénomènes physiques qui sont impliqués, de comprendre aussi l'origine de certains défauts, comme les porosités, les fissures, les déformations, les contraintes. On va aussi pouvoir ainsi prédire en fonction des paramètres opératoires certains observables, comme la forme ou les dimensions du bain et des dépôts. On pourra prédire la métallurgie et la microstructure de la pièce finale, son état de contrainte et de déformation. On peut également, grâce à ces outils, avoir une aide pour mieux concevoir ces pièces. D'une part, parce qu'on va pouvoir ainsi optimiser les procédés de fabrication, définir par exemple la meilleure stratégie de fabrication qui permettra d'anticiper l'apparition de défauts pendant la fabrication, ce qui permettra ainsi de pouvoir limiter les essais-erreurs qui peuvent être relativement coûteux, surtout pour des pièces de grande dimension. Donc, par contre, ça va nécessiter d'avoir des temps de calcul qui sont compatibles avec les exigences industrielles et également d'avoir des outils qui sont fiables, c'est-à-dire que l'on a pu valider notamment par des données expérimentales. Alors, en termes de démarche, la matière va exister sous forme de poudre ou de fil. Donc il va s'agir également dans les modèles de pouvoir prendre en compte cette étape. Donc si je prends l'exemple d'un modèle de jet de poudre, on va pouvoir ainsi prendre en compte par exemple la granulométrie de la poudre pour pouvoir suivre son histoire thermique, notamment dans le passage au niveau de la buse, son interaction avec le faisceau laser, pour pouvoir ainsi mieux identifier la distribution de la poudre à son arrivée au niveau du bain fondu, ainsi que son état de température. Donc ce type de modèle peut ensuite servir à définir des conditions aux limites pour des modèles au sein du bain liquide. Donc ils vont avoir pour objectif de définir ou de prédire, de calculer les champs de température au niveau du bain liquide, en prenant en compte les instabilités qu'on peut avoir au niveau de la surface, donc avec notamment la prise en compte des écoulements. Et on peut également développer des modèles plutôt à l'échelle de la pièce. Donc dans ces cas-là, on est plutôt sur des approches thermomécaniques qui vont viser à prédire la microstructure, mais également les contraintes et déformations. Et ces modèles peuvent également prendre en compte les différentes étapes qui suivent la fabrication, qui permettent d'améliorer la qualité de la pièce, comme des traitements thermiques ou des opérations de parachèvement. Donc ces outils numériques ont donc comme objectif de pouvoir faire le lien entre les paramètres opératoires et l'apparition de certains défauts, donc de façon à pouvoir justement anticiper l'apparition de ces défauts. Donc pour cela, il va falloir prendre en compte les différents phénomènes physiques qui sont présents. Donc on a d'une part les phénomènes thermiques, puisqu'on a une source de chaleur, qui peut être un faisceau laser, un faisceau d'électrons ou un arc électrique.
Donc on a échauffement de la matière qui va donc conduire à sa fusion, d'où qui vont faire apparaître donc des phénomènes de making des fluides, donc des écoulements, donc qui va permettre de redistribuer la chaleur, donc qui aura un impact sur la thermique. Ensuite, ces échauffements vont également induire la modification de la structure métallurgique de la matière, donc qui aura aussi un impact sur la thermique à travers les chaleurs latentes de transformation de phase. Et puis, ces échauffements vont aussi induire des phénomènes de dilatation, donc l'apparition de contraintes et déformations. Donc l'ensemble de ces physiques sont généralement pas traités en même temps dans les modèles. On va retrouver, donc dans le cas qui concerne ma présentation, je vais essentiellement vous montrer comment on peut aborder un problème couplant thermique et making des fluides, plus spécifiquement pour les procédés de fabrication additive. Et vous aurez également un autre cours fait par Gildas Guimau qui vous montrera, lui, plutôt comment on peut coupler les aspects thermiques avec la métallurgie et la mécanique du solide. Donc, juste quelques résultats ici où on voit un cas de modèle thermo-hydrodynamique pour la construction d'un mur, donc tiré de la littérature, et puis un autre ici, un exemple de modèle thermomécanique qui montre des contraintes et des déformations obtenues après fabrication d'une structure. Donc si on prend l'exemple ici de la fabrication LMD, donc laser métal déposition, donc je vous rappelle qu'il s'agit ici de construire une pièce à partir d'une buse dans laquelle on a un laser qui est coaxial et on va avoir donc un jet de poudre qui est chauffé par le laser. Et la buse donc permet, avec son déplacement, d'avoir un dépôt pour construire la structure voulue. Donc, dans le cas de ce phénomène, on voit également sur la vidéo du bas, donc, qui est plutôt tirée du procédé laser, mais pour vous montrer que si on regarde à l'échelle du bain liquide, on va voir que celui-ci est fortement soumis à des instabilités qui vont aussi être à l'origine de certains défauts. Donc on a donc ici un problème de thermique, donc avec le faisceau laser qui chauffe une partie des grains de poudre, qui chauffe une partie de la surface du bain liquide. À l'intérieur, on a des écoulements, donc de la convection, puis dans la partie solide de la conduction. En surface, on va avoir des pertes par convection et rayonnement. Et puis les écoulements, donc, qui vont être soumis à différentes forces, comme la tension superficielle à la surface du bain liquide, et puis à l'intérieur du bain, on va avoir différents moteurs d'écoulement que l'on va détailler. Donc l'ensemble va permettre de pouvoir mieux prédire donc, les champs de température, la forme du dépôt, en prenant en compte ces différents écoulements. Donc pour mettre en place ces modèles, on va donc d'une part développer des modèles d'abord 2D pour des raisons de simplification avant de passer au 3D. Donc on va avoir des temps de calcul plus courts qui vont permettre d'appréhender les différentes difficultés du modèle. Pour ces modèles, on va avoir besoin des données matériaux. On va avoir besoin de définir l'apport de chaleur, l'apport de matière, de choisir une méthode numérique qui va permettre de pouvoir modifier la géométrie du domaine de calcul au fur et à mesure que l'on construit la pièce couche par couche. Et on aura besoin également de données expérimentales qui vont permettre de valider le modèle. Donc les objectifs du modèle, c'est donc généralement de pouvoir prédire la forme du dépôt, la forme du bain liquide, les champs de température et de vitesse qui vont impacter du coup les phases métallurgiques que l'on va avoir et les contraintes et déformations. Donc, dans le cas de ma présentation, on va essentiellement s'attacher à voir comment on peut prédire précisément les températures et les vitesses et les formes de dépôt. Donc tout d'abord, l'apport de chaleur. Donc comment le modéliser? Donc une des difficultés qu'on va avoir, c'est, comme on le voit ici sur une image issue de caméra thermique, on a des champs de température qui sont très localisés au voisinage de la source, avec des gradients importants et des cinétiques excessivement rapides également. Donc généralement, pour décrire l'apport de chaleur, on va avoir recours à des formulations mathématiques pour pouvoir implémenter donc, ces lois directement dans les modèles. Donc pour ça, on a plusieurs façons de modéliser l'apport de chaleur. Une première façon, notamment pour le cas du laser, c'est de pouvoir mesurer la distribution énergétique du faisceau en question. Donc ça peut se faire au moyen d'un analyseur de faisceau qui va permettre de scanner dans différents plans le faisceau laser de façon à reconstruire sa distribution énergétique. Donc là, on a le cas, par exemple, dans un plan donné, on va avoir une distribution qui est quasi gaussienne. Donc on va approcher les mesures expérimentales par cette fonction gaussienne et identifier les paramètres R0 et la puissance P qui va permettre de coller au mieux à cette distribution. Donc ce type de source permettra ensuite d'être directement imposé à la surface du bain liquide. Donc autre
méthode. Quand on n'a pas possibilité de faire ce type de mesure, donc c'est étonnamment le cas pour un arc électrique où il est difficile de mesurer localement l'apport d'énergie. Donc là, on va plutôt avoir recours à différents observables. Donc on va pouvoir utiliser des caméras rapides qui vont permettre d'avoir les dimensions du bain liquide, des techniques d'imagerie, donc pyrométrie 2D, qui vont permettre d'avoir des champs de température, ou des capteurs de température de type thermocouple qu'on va venir coller, fixer, souder à la surface du substrat. Donc l'inconvénient de cette technique, c'est qu'au fur et à mesure qu'on construit la pièce, les thermocouples sont de plus en plus loin de l'apport de chaleur avec une perte de sensibilité. Donc là, la démarche va être aussi de supposer une forme de source de chaleur et d'identifier les paramètres de cette source de façon à avoir la meilleure corrélation, le meilleur accord entre les données mesurées et les données calculées. Donc, dernière méthode possible pour identifier l'apport de chaleur, c'est de modéliser complètement l'ensemble des phénomènes qui sont issus de cette source de chaleur. Donc si on prend le cas de l'arc électrique, ça revient à modéliser l'ensemble des phénomènes, donc électromagnétiques, thermiques, mécaniques des fluides, que l'on va avoir notamment au niveau de la torche, donc du plasma qui est ainsi créé. Donc l'avantage de ce type de démarche, c'est qu'on n'a pas besoin de faire d'hypothèse sur la forme de la distribution énergétique, puisqu'elle est une conséquence du calcul. Et on utilise uniquement des paramètres opératoires que peut facilement nous donner le soudeur ou l'opérateur. Donc concernant maintenant l'apport de matière, donc là en illustration donc on voit deux cas. Donc l'idée de l'apport de matière, c'est d'arriver justement à pouvoir le lien entre le débit de matière que l'on va avoir donc, par l'expérimentateur et son impact sur la géométrie de notre domaine de calcul. Donc là on va avoir plusieurs démarches pour ça. Soit on va supposer que la forme du dépôt est connue. Donc là, c'est souvent les démarches qui sont retenues pour des approches thermomécaniques. Ça nécessite d'avoir des données expérimentales et, comme on voit ici sur une macrographie, on va essayer d'approcher la forme réelle du dépôt par des géométries très très simples, de façon à simplifier les calculs. Et donc là, la démarche de modélisation va consister à modéliser dès le début du calcul entièrement la pièce avec les différentes couches. Et généralement, on va distinguer deux types de méthodes, soit la méthode Quiet Element Method, qui, elle, va consister à affecter des propriétés très faibles dans les zones qui n'ont pas encore vu la chaleur et la matière, de façon à pouvoir faire le calcul dans tout le domaine, mais de façon à ce que ces éléments ne jouent pas sur le calcul. Et l'autre méthode consiste également à mailler entièrement le domaine, mais au fur et à mesure du calcul, on va dans les matrices qui sont issues des méthodes de calcul, on va les modifier de façon à inclure au fur et à mesure que la source se déplace les différents éléments du maillage avec l'activation de ces éléments. Donc là, ce sont des méthodes donc, qui sont plutôt utilisées pour des approches thermomécaniques ou thermométallurgiques. Donc si notre stratégie va être également de pouvoir ne plus se donner la forme, mais d'avoir une démarche complètement prédictive. Et donc, il va falloir introduire des méthodes numériques de façon à pouvoir justement rajouter cet inconnu qui est la forme du dépôt. Donc pour ça, ce sera plutôt des approches qui sont en lien avec la thermohydrodynamique, puisque la forme du dépôt, elle va être fortement conditionnée par notamment les effets de tension superficielle. Donc là, dans le cadre de mon exposé, je vais me limiter à deux méthodes qui sont très couramment utilisées pour la fabrication additive, donc soit la méthode Level 7, soit la méthode ALE que je vais détailler. Donc l'avantage, c'est qu'on a donc une démarche complètement prédictive. Donc les deux méthodes ici que je vais détailler. Donc pour les introduire, en fait, on a couramment trois types d'approches pour traiter des problèmes à frontières mobiles. Donc on a des méthodes qui sont dites à maillage fixe, et elles consistent à introduire une nouvelle variable qui va permettre de pouvoir identifier dans ce maillage les zones qui représentent le métal et les zones qui représentent l'air. On a une deuxième méthode qui est une méthode purement lagrangienne qui consiste en fait à ne mailler que l'endroit où on a la matière, donc par exemple le métal, et on va venir déplacer les nœuds du maillage en fonction du déplacement réel de la matière. Donc ça c'est généralement utilisé plutôt pour des approches mécaniques du solide. Et puis une troisième approche qui va être la méthode ALE, qui consiste à avoir un mix en fait entre les deux méthodes précédentes, c'est-à-dire qu'en fait on va ne mailler que la matière qui nous intéresse,
et on va venir déplacer l'interface qui est représentée en rouge ici, selon la vitesse réelle de la matière, et à l'intérieur, par contre, les nœuds vont être déplacés de manière arbitraire, de façon à éviter des distorsions du maillage. Donc, commençons par présenter la méthode Level 7. C'est une méthode à maillage fixe, donc méthode eulérienne, dans laquelle on va introduire une nouvelle variable, donc par exemple la variable phi, qui va être par exemple égale à 0 dans la partie gaz et égale à 1 dans la partie métal. Donc on construit initialement on initialise cette variable en fonction de la position initiale du métal et de la partie gazeuse, et puis on va à l'interface en fait avoir une représentation lissée de cette variable. Donc phi va progressivement passer de la valeur 1 à 0 quand on passe l'interface avec une certaine épaisseur, de façon à éviter les soucis numériques. Donc cette variable phi va être utilisée également pour affecter les bonnes propriétés dans tout maillage. Donc si ici je prends la formulation pour la masse volumique, on a une variable phi qui par exemple égale à 0 dans la partie gazeuse, donc ce terme-là s'élimine, il reste juste phi gaz, donc ça permet bien d'affecter les propriétés de la partie gazeuse lorsque phi, dans toutes les zones où phi est égal à 0, et lorsque phi est égal à 1, bien donc ce terme ne s'élimine pas, mais les deux masses volumiques ici pour le gaz s'éliminent, il reste juste la masse volumique pour le métal, donc ça permet ainsi pour toutes les parties où phi est égal à 1 d'avoir les propriétés du métal. Et entre les deux, au niveau des interfaces, on va donc avoir un mixte, puisque la variable phi va varier entre 0 et 1, donc on va avoir un mixte, donc des propriétés qui vont progressivement passer de la valeur du métal à celle du gaz. Donc cette variable phi, en fait, permet également de définir une fonction de Dirac qui va permettre d'introduire également dans les conditions, dans toutes les équations du domaine, les conditions spécifiques au niveau des interfaces, que je vais détailler ici. Donc cette variable phi est en fait associée à une équation de transport, donc qui va permettre de la faire évoluer au cours du calcul, avec un terme qui dépend du temps, un terme convectif qui va être lié au champ de vitesse, et puis un autre terme ici, qui est un terme de stabilité numérique, donc qui est là uniquement pour éviter que cette fonction phi dégénère, notamment au niveau de l'interface. Donc elle est paramétrée par deux termes, epsilon qui va être lié à l'épaisseur de l'interface, donc que vous définissez en fonction de votre maillage, de la taille de votre maillage, et puis gamma ls qui est un paramètre de réinitialisation qui lui est à définir en fonction de la vitesse de votre interface. Cette variable phi va permettre de calculer la normale, notamment l'interface, donc qui est repérée par l'isovaleur 0,5, et la courbure, à partir également de cette variable phi, l'isovaleur 0,5. Donc ça permet notamment d'introduire les conditions, les forces de tension superficielle. Et puis donc on a le terme de vitesse qui lui va être calculé à partir des équations de Navier-Stokes, donc que je vais détailler un peu plus tard, hein, mais en gros, dans ces équations, on va introduire également un terme supplémentaire qui va être lié à toutes les forces qui agissent au niveau de l'interface, avec donc la fonction de Dirac qui est non nulle uniquement au voisinage de l'interface et qui est calculée à partir de phi, et puis votre force classique que vous mettez directement. Donc ici, pour le cas d'une tension superficielle, on va avoir le coefficient de tension superficielle gamma, kappa, donc la courbure qui est calculée donc à partir de la variable phi, et puis n qui est également calculée à partir de la variable phi. Donc quelques exemples de résultats obtenus avec la méthode Level 7. Donc là, si on prend le cas d'une goutte d'huile qui est entourée d'eau, donc l'huile étant plus légère, elle va remonter à la surface. Donc on va définir dans cette configuration de d'axes symétriques, donc un domaine ici qui va permettre d'initialiser la variable phi, donc égale à 1 dans la partie huile, égale à 0 dans la partie eau. Et puis, donc lors du calcul, en fait, les phénomènes de masse volumique, des variations de masse volumique et donc la prise en compte de la gravité dans le problème de mécanique des fluides va permettre de pouvoir représenter la remontée de la goutte d'huile à la surface. Donc là, ce que je n'ai pas dit également, c'est que la méthode Level 7 permet très facilement en fait, de pouvoir prédire des coalescences de gouttes, par exemple, ce qui n'est pas forcément possible avec la méthode ALE. Donc la méthode ALE, elle va être plus à considérer dans le cas de faible déplacement de l'interface. Donc elle ne permettra pas de
prédire par exemple des porosités. Par contre, elle va permettre de prédire les formes de dépôt et les différentes ondulations qu'on peut avoir au cours d'un dépôt successif. Donc comme on voit ici, donc je rappelle qu'elle consiste à définir donc uniquement le maillage au niveau de la matière qui nous intéresse et sur la surface, donc qui est représentée en rouge en haut. Tous les nœuds de cette surface donc, sont déplacés en fonction d'une physique, donc en fonction du déplacement réel de la matière, donc qui dépend de votre physique. Donc là, vous avez deux exemples dans les animations où on a l'effondrement d'un barrage, par exemple, donc qui s'étale sur une surface, et puis l'oscillation d'une goutte avec des conditions de symétrie, on modélise qu'un quart de la goutte. Et donc, sous certains effets, donc, on peut voir les oscillations de cette goutte. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que donc, les phénomènes aussi interfaciels sont bien représentés, et on a un calcul précis, généralement, notamment des courbures. Donc là, nous l'avons appliqué, nous, pour le cas de la fabrication additive, donc dans le cadre de la thèse de Simon Morville, donc soutenue en 2012, où on va, du coup, introduire sur la surface libre, donc la surface du bain liquide, pour toutes les zones où la température a dépassé la température de fusion, on va avoir donc d'une part un terme de vitesse qui est calculé classiquement par la mécanique des fluides, et puis un terme supplémentaire qui va permettre de prendre en compte l'apport de matière, donc qui va permettre de faire augmenter le volume du domaine de calcul. Cette vitesse est liée directement à l'apport de matière que l'on peut avoir si on a la distribution massique du débit de poudre, de façon donc à faire le lien entre le débit massique et la vitesse. Donc maintenant, voyons un petit peu comment on va formuler le problème thermo-hydrodynamique. Donc là, sur cette animation, je vous montre simplement, pour illustrer le propos, un exemple de simulation thermodynamique dans le cas d'une pièce où vous avez la partie emplacement du chauffage représentée ici rouge, et puis ici la présence d'une fenêtre. Donc on voit en fait le champ de température qui va évoluer en fonction des écoulements que l'on peut avoir. Donc ces écoulements sont générés par ici des forces de flottabilité. Donc on va voir ici les différents moteurs d'écoulement qui permettent justement de pouvoir, en lien avec la thermique, pouvoir créer ces écoulements. Donc le plus simple, c'est les forces de flottabilité, donc qui sont liées également au phénomène de convection naturelle, c'est-à-dire que la masse volumique dépend de la température. Généralement, donc, elle diminue, puisque le matériau se dilate, donc il devient plus léger quand on le chauffe. Et ça va permettre du coup d'avoir le fait que les zones chaudes sont plus légères, donc elles vont monter, les zones froides sont plus lourdes, donc elles vont descendre. Donc pour ça, on va introduire dans l'équation de la mécanique des fluides la pesanteur qui va être mise sous forme de force volumique, donc non pas mg, mais ρ, la masse volumique fois g. Et la masse volumique, du coup, on va la mettre fonction de la température. Donc le plus simple, c'est souvent de supposer une variation linéaire de la température, donc ce qu'on appelle les hypothèses de Boussinesq, et qui font apparaître une formulation avec bêta, qui est une propriété du fluide en question, qui est le coefficient d'expansion volumique. Et puis ρf et tf, donc une masse volumique ρf à la température tf, donc qui sont des constantes. Donc là, si je prends l'exemple ici d'un fluide qui est compris dans une cavité fermée avec des parois verticales refroidies d'un côté et chauffées de l'autre, si vous prenez en compte donc, juste cette force de flottabilité, quand vous lancez votre calcul, vous allez voir qu'en couplant la thermique et la mécanique des fluides, que les zones chaudes ici vont créer un écoulement qui va être ascendant, qui va entraîner donc la chaleur vers le haut, et puis le fluide au contact de la paroi froide devient plus lourd et va descendre, ce qui va expliquer donc ce type de champ de température, donc qui est représenté donc par les couleurs, les différentes couleurs, et puis l'écoulement qui va être en cavité fermée, juste un rouleau de convection, donc qui est représenté par les flèches noires. Donc ce moteur d'écoulement, en réalité, dans les problématiques de fabrication additive, il est relativement peu important. Il joue peu sur le champ de température. Un autre phénomène, par contre, qui est beaucoup plus important, qui est ce qu'on appelle l'effet Marangoni ou les forces thermocapillaires. Donc là, ce phénomène est lié au fait que à la surface de votre bain liquide, vous avez une tension superficielle et que cette tension superficielle dépend de la température. Elle peut être croissante ou décroissante, et ce qui va générer en surface du bain fondu, soit des écoulements qui vont déplacer le fluide vers l'extérieur, soit au contraire vers le centre de l'apport de chaleur et entraîner donc un écoulement vers le bas, et donc une forme de bain qui sera complètement différente, beaucoup plus profonde dans ce cas-là.
Donc pour représenter mathématiquement ces forces thermocapillaires, on introduit en surface une force Fm qui est égale à d gamma sur dt, qui est le coefficient thermocapillaire, donc c'est-à-dire la pente de la tension superficielle en fonction de la température, et du gradient de température en surface. Donc si on prend l'exemple d'un cas très simple, vous avez juste un fluide qui est chauffé d'un côté, donc comme tout à l'heure, chauffé d'un côté, refroidi de l'autre, dans une cavité fermée, mais dans laquelle la surface supérieure est considérée comme étant une surface libre, donc pour lequel on va affecter la force thermocapillaire, donc avec l'effet Marangoni. Quand vous faites ça, en fait, vous voyez ici que on va avoir un entraînement, donc là, même si on a complètement négligé les forces de flottabilité, on va avoir un écoulement qui est généré en fonction du gradient de température et du signe que l'on va choisir pour des gamma sur dt. Donc il va provoquer un écoulement en surface ici pour entraîner soit vers la droite, soit vers la gauche, selon le signe des gamma sur dt, l'écoulement, et donc avoir un impact sur le champ de température. Autre écoulement possible, donc ça va être en lien avec les forces de cisaillement. Donc si vous avez notamment des gaz protecteurs ou un plasma, on va avoir du coup un écoulement qui vient en fait au contact de la surface du métal liquide, et donc qui peut également jouer sur les écoulements et entraîner le fluide. Et autre cas qu'on peut avoir également, donc dans le cas d'un arc, vous avez des forces de Lorentz qui sont liées donc au champ, aux densités de courant et puis aux champs magnétiques qui vont entraîner également le fluide dans certaines directions pour modifier les champs de température. Donc ces différents moteurs d'écoulement, on va ensuite les prendre en compte directement dans les équations de la mécanique des fluides. Donc là je fais un petit rappel, les équations de la mécanique des fluides, c'est issu d'un bilan de force, somme des forces égale m fois l'accélération. On est en force volumique, donc ce sera ρ fois l'accélération, et puis dedans on a le divergence du tenseur des contraintes qui apparaît, et puis éventuellement des forces de volume. Donc cette formulation-là, elle peut être aussi bien appliquée pour un problème de mécanique du solide ou mécanique du fluide. La différence, ça va être dans l'expression du tenseur des contraintes. Donc pour le cas d'un fluide newtonien, par exemple, on va avoir donc ce tenseur de contraintes qui va se décomposer en deux termes, un terme lié à la pression et un terme lié aux forces visqueuses, avec mu, donc la viscosité dynamique. Le terme d'accélération, lui, généralement, on les compose en deux termes, avec la dérivée particulière, donc une accélération locale et une accélération convective. Donc quand on introduit tout ça dans l'équation de la mécanique, là on obtient l'équation de Navier-Stokes, pour le cas d'un fluide newtonien, et plus particulièrement aussi incompressible. Donc on va retrouver ici le premier terme qui est le terme lié à l'accélération, le deuxième terme qui est lié aux forces de pression, ensuite un terme ici lié aux forces visqueuses, et puis le dernier terme, c'est toutes les forces volumiques qu'on peut trouver. Donc ça peut être la flottabilité, notamment, donc la pesanteur, ou toute autre force qui pourra agir au sein même du fluide. Et associé à cette équation-là, on va également avoir l'équation de continuité qui va exprimer donc la conservation de la masse et qui peut se simplifier donc, en fonction des fluides incompressibles, c'est-à-dire pour lequel la masse volumique est constante. Donc revenons sur la formulation complète d'un problème thermo-hydrodynamique. Donc on a d'une part l'équation de la chaleur. Donc là, l'équation de la chaleur pour un problème thermodynamique, elle va comporter le terme classique d'accumulation, avec donc la masse volumique et la chaleur massique. Un terme ici qui fait apparaître U, le champ de vitesse, qui est le terme d'advection, qui va permettre de faire le lien avec la mécanique des fluides et qui va permettre de faire en compte que l'écoulement va modifier le champ de température. Et puis enfin, le dernier terme qui va être lié à la diffusion de la chaleur. Donc, à noter le CP étoile ici, qui peut, dans le cas d'un changement de phase, puisque dans le cas de la fabrication additive, on a forcément la matière qui passe de l'état solide à liquide et inversement, dans la partie refroidissement. Donc, pour cela, on peut représenter une des méthodes assez simples pour prendre en compte la chaleur latente de fusion et de considérer un CP équivalent dans lequel on a un petit pic ici qui va représenter la chaleur latente de fusion. Donc, cette équation de la chaleur est également couplée à l'équation d'un problème de mécanique des fluides, comme on l'a vu, donc avec l'équation de continuité et l'équation de Navier-Stokes. Et là, j'ai rajouté donc les différents termes spécifiques qu'on peut retrouver pour les cas de fabrication additive ou des procédés de soudage également, avec le terme de flottabilité qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on suppose une masse volumique fonction de la température, donc variant linéairement avec la température, un terme ici de Darcy qui va permettre, que j'explique ici, mais qui va permettre de prendre en compte le changement de phase dans la partie liquide. C'est-à-dire qu'en fait, ces équations sont également résolues
lorsqu'on n'a pas atteint la température de fusion, donc lorsque la matière est encore solide et qu'elle n'a donc pas de raison de se déplacer. Donc ce terme-là a pour effet d'annuler le champ de vitesse dès que la température est inférieure à la température de fusion. Comment ça marche? Eh bien, ce terme ici est le produit d'une fonction qui dépend de la température multipliée par le vecteur vitesse. Donc cette fonction est définie de la manière suivante, avec rang C qui est une constante qui est choisie de manière à être très grande, donc typiquement de l'ordre de 10 puissance 9 par exemple. On a FL qui est la fraction liquide, que je vais détailler, et petit b qui est juste un facteur de façon à éviter une division par 0 quand la fraction liquide devient égale à 0. Donc B est typiquement de l'ordre de 10-3. Donc cette fraction liquide, elle est égale à 1 si la température est supérieure à la température du liquidus. Elle est égale à 0 si la température est inférieure à la température du solidus. Et entre les deux, on a une fraction liquide qui va varier de 0 à 1 pour représenter ce qui se passe dans la zone pâteuse. Donc si on regarde ce qui se passe si la température est supérieure à la température du liquidus, FL est égal à 1, 1 moins 1, ce qui fait que cette fonction-là est nulle. Et donc là, dans la partie liquide, on va se retrouver avec un terme de Darcy qui est nul et qui permet de résoudre classiquement les équations de la mécanique des fluides. Si par contre la température est inférieure à la température de solidus, donc on est solide, la fraction liquide est égale à 0, et là on va se retrouver donc avec 1 moins 0, c'est-à-dire 1 divisé par B, donc le terme K ici va être égal à moins C sur B. Donc on a dit que C était très grand, B égale à 10-3, donc ce qui fait que typiquement on va avoir un C sur B qui est extrêmement grand, par exemple 10 puissance 15, et donc dans ces cas-là, comme ce coefficient-là multiplié par U est extrêmement grand, tous les autres termes dans l'équation de la mécanique des fluides deviennent négligeables devant ce terme-là, et la résolution de cette équation pour la partie solide se résume donc à KU égale à vecteur nul. Donc c'est-à-dire U égale à vecteur nul, donc ce qui permet ainsi d'avoir un champ de vitesse nul dans la partie solide. Et puis on peut avoir un terme supplémentaire ici dans l'équation de Navier-Stokes qui va représenter les forces de Lorentz. Donc ça, ce sera si on est en présence d'un arc électrique et dans lequel on a un écoulement qui peut aussi être généré par les forces électromagnétiques. Et autre problématique qu'on va avoir pour résoudre ces équations-là, il va nous falloir les données matériaux. Donc ces données matériaux, idéalement, il faut les avoir fonction de la température, puisque là on part de l'ambiant jusqu'à des températures qui peuvent atteindre pas loin de la température de vaporisation, donc jusqu'à 3000 degrés typiquement. Et il faut également les avoir pour la partie liquide. Donc là, il y a très peu de données qui existent dans la littérature. Donc là, je vais juste un petit point sur des travaux aussi qu'on développe au laboratoire qui permet justement d'avoir un jeu complet de données pour alimenter correctement nos modèles thermo-hydrodynamiques. Donc là, on a développé une manip qui permet d'avoir une goutte métallique en lévitation. Elle est chauffée par un faisceau laser. Avec des systèmes de caméra, on va pouvoir du coup identifier la masolumie, par exemple, en fonction de la température. On va pouvoir également identifier, en fonction de l'oscillation de la goutte, la viscosité et la tension superficielle. Et pour l'émissivité, donc ça c'est en lien avec les mesures pyrométriques, et la diffusivité, c'est en cours de développement. Donc là, on a des exemples de résultats où on va pouvoir ainsi avoir la tension superficielle en fonction de la température et pouvoir modéliser correctement l'effet Marangoni, qui est une des grosses inconnues de ce type de simulation, et souvent donc ce coefficient est calibré à partir de données expérimentales issues de formes de bain. Donc on va essayer de calibrer ces modèles à défaut de pouvoir mesurer correctement ce coefficient. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de simulations thermo-hydrodynamiques que l'on a appliquées à la fabrication additive, donc tirées des travaux de recherche que l'on a au sein du laboratoire. Donc pour commencer, nous avons développé dans le cadre de la thèse de Simon Morville, donc d'un projet ANR, donc en collaboration avec le laboratoire PIM. Donc nous avons développé un modèle qui permet, pour le cas du procédé LMD, donc Laser Metal Deposition, de pouvoir prédire l'état de surface en fonction des paramètres opératoires. Donc pour cela, on a développé différents types de modèles. Donc un modèle de jet de poudre que je ne vais pas détailler, mais qui nous a permis de définir nos conditions aux limites pour le modèle de bain liquide. Et on a fait différentes approches, 2D d'abord, puis 3D. Donc l'avantage du 2D, c'est qu'on a des temps de calcul extrêmement courts. Et donc en fonction des symétries, on a pu ainsi modéliser la déformation du domaine de calcul en fonction de l'apport de matière, des écoulements qui sont pris à l'intérieur du domaine, et on voit les phénomènes d'ondulation ici qui nous permettent justement de remonter à l'état de surface. Donc on a pu ainsi identifier des conditions opératoires optimales en faisant le lien entre
l'état de surface, les conditions de dilution et les paramètres opératoires. Donc là, ici, on a également d'autres simulations 2D, cette fois-ci dans un autre plan, donc soit le plan transverse, soit le plan longitudinal. Donc si on voit plus en détail ici, qu'est-ce qu'on a pu également analyser avec ce modèle, c'est que d'une part, on peut, grâce au modèle 2D, donc bien voir un petit peu l'impact des écoulements sur les formes de bain. Donc on voit par exemple que à l'intérieur du domaine, donc en fonction des phénomènes notamment de l'effet Marangoni, on va avoir un creusement ici sur les bords latérales du bain, alors qu'à l'intérieur, on a une épaisseur de liquide qui est beaucoup plus faible, ce qui n'est pas forcément visible avec une caméra rapide, par exemple. Donc le modèle permet aussi d'identifier des phénomènes en tout point de la matière, de pouvoir vraiment analyser ce qui se passe en tout point de la matière. Et puis sur la partie inférieure du transparent, vous avez donc les résultats du modèle 3D lorsqu'on a fait varier le coefficient thermocapillaire. Donc il faut savoir que ce coefficient thermocapillaire, il existe donc pour ce coefficient quelques formulations pour des mélanges binaires. Donc, si on prend le cas du fer-soufre par exemple, il y a des formulations qui sont données et qui permettent en fonction du pourcentage de certains éléments, donc comme le soufre par exemple, d'avoir l'évolution de ce coefficient thermocapillaire en fonction de la température. Donc on voit qu'en fonction du pourcentage de soufre par exemple, on va avoir donc des formes d'écoulement complètement différentes, puisque dans un cas, on va être, si on a un taux de soufre qui est très faible, on a un coefficient thermocapillaire qui est tout le temps négatif. Si par contre on augmente la proportion de soufre, on peut avoir un coefficient qui peut être, selon la température, soit positif, soit négatif. Et donc ça va donner lieu à des structures d'écoulement complètement différentes. Donc, dans le cas d'un coefficient qui est tout le temps négatif, on a un bain qui va être très aplati, donc peu profond. Et dans le cas, au contraire, d'un taux de soufre assez important, on va avoir des structures d'écoulement ici qui sont particulièrement complexes en raison de ce changement de signe qui va générer donc, des rouleaux de convection complètement différents et qui vont fortement impacter donc, la forme du bain. Donc pour la même dépôt d'énergie, on voit l'impact de ce coefficient sur la forme du bain et donc la forme du dépôt. Donc autre étude qu'on a fait toujours avec ce modèle-là, donc dans le modèle 2D transverse, on a pu aussi montrer, comme ici le dépôt est une inconnue de notre problème, on peut ainsi aussi voir l'impact de la stratégie de fabrication sur la forme du dépôt. Et donc on a pu ainsi expliquer pourquoi on avait des surplus de matière sur les extrémités, donc du fait également d'une modification du champ de température et des conditions de perte thermique qui arrivent aux extrémités. Et en fonction donc, du coup de la stratégie, soit des allers-retours, soit des allers simples, on va avoir un surplus de matière aux extrémités qui va être complètement différent. Donc ce modèle peut également permettre de pouvoir définir la bonne stratégie pour avoir un meilleur respect des cotes géométriques des pièces ainsi formées. Ensuite, là je vais vous présenter maintenant donc, les travaux que nous avons réalisés sur le procédé WAM, donc, qui sont beaucoup plus récents. Donc là il s'agissait de développer un modèle complet pour le procédé WAM. Donc je rappelle que le procédé WAM c'est un arc électrique. Donc là pour avoir un modèle complètement prédictif, nous avons été obligés également de modéliser l'ensemble des phénomènes que l'on peut avoir dans l'arc électrique. Donc, dans ce procédé, nous avons une électrode qui est fusible. En fonction de l'arc électrique, on a donc une fusion de l'extrémité du fil qui va provoquer donc le détachement des gouttes qui vont ensuite chuter sur un substrat et donc former un dépôt qui va être de plus en plus important. Donc, dans ce modèle, nous avons donc un couplage à la fois de transfert de chaleur, de mécanique fluide, mais dans lequel nous avons également rajouté la partie électromagnétisme pour pouvoir prédire correctement les effets électriques qui génèrent cet arc électrique avec la présence du plasma. Donc nous avons utilisé, contrairement à l'étude précédente, la méthode, non pas ALE, mais la méthode Level 7, puisque ici, typiquement, nous avons besoin de pouvoir avoir une méthode qui est capable de faire gérer de la coalescence, par exemple. Donc là, on peut voir ici un exemple d'un modèle 2D symétrique qui permet de pouvoir donc générer l'arc électrique, donc le plasma, son échauffement, qui permet du coup de réaliser la fusion du film, également la fusion du substrat, et on voit donc, en accélérant le film, le détachement des différentes gouttes. Ensuite, on coupe l'arc électrique de façon à faire solidifier un premier dépôt, avant de nouveau de rallumer l'arc électrique pour faire un deuxième dépôt.
Donc ce modèle permet également de comprendre un peu plus, notamment le détachement des gouttes. Donc là, on était dans le cas d'un MIG pulsé, c'est-à-dire que l'intensité électrique n'est pas constante, mais a des petits pics d'intensité. À chaque pic d'intensité, on va avoir des pics de tension superficielle et de force de Lorentz qui vont générer le détachement de la goutte. Donc ça permet d'avoir une meilleure maîtrise du détachement des gouttes par ces petits pics d'intensité, donc c'est le MIG pulsé. Donc ce modèle permet de bien représenter à la fois le détachement des gouttes et son interaction dans le bain liquide et son impact sur la forme du dépôt. Donc on voit le creusement ici du bain liquide qui va être dû en fait à la chute de chaque goutte qui est très chaude et qui va du coup modifier donc le champ de température comme on peut le voir sur cette animation. Donc ce modèle a également été étendu à une configuration 3D, donc là on l'a appliqué plutôt pour du WAM CMMT, c'est-à-dire que le détachement de la goutte est provoqué par la remontée du fil. Donc là ici sur ces animations que je vais lancer, on voit à chaque fois donc le fil qui fait des mouvements de va-et-vient qui va permettre de détacher la goutte directement dans le bain liquide, donc qui va permettre d'avoir un procédé qui est beaucoup plus stable. Et donc l'ensemble de ce modèle donc, nous permet de pouvoir visualiser, de créer complètement tous les phénomènes qui ont lieu dans ce procédé, de pouvoir avoir une démarche complètement prédictive pour pouvoir prédire donc, le dépôt avec les champs de température et les instabilités du bain qui pourront générer des défauts. Donc enfin, dernier exemple que je vais vous présenter, c'est le cas d'une simulation de soudage laser qui permet de vous montrer également les capacités de ce type de modèle pour prédire des porosités qu'on peut retrouver également dans les procédés, notamment SLM. Donc ici, il s'agissait de la thèse de Michael Courtois, donc avec ArcelorMittal, où on voit ici des exemples de défauts en soudage, notamment de porosité. Donc pour mettre au point un modèle capable de prédire des porosités, donc comprendre l'origine de ce type de défauts, on a mis au point donc un modèle 3D qui permet de prendre en compte donc, le faisceau de laser qui vient fondre la matière, son creusement qui va être induit par la vaporisation du métal qui génère donc une pression de recul et donc le creusement de l'interface liquide-vapeur et qui génère donc différents écoulements chahutés. Donc pour mettre au point ce modèle, on a donc des phénomènes thermiques, des phénomènes également optiques, électromagnétiques qui nous ont permis de prendre en compte les réflexions multiples du faisceau laser sur la paroi du capillaire de vapeur et les écoulements autour du capillaire de vapeur, donc dans la partie liquide mais également dans la partie gazeuse. Et puis nécessairement donc la déformation de la surface libre avec lequel donc, nous avons utilisé la méthode Level 7 qui permet justement de pouvoir prédire ce type de défaut. Donc là, ici, je vous montre deux exemples de simulation. Donc, on a commencé d'abord par développer des modèles de Dix-Symmetric, ce qui nous a permis d'appréhender les différentes physiques de ce problème assez complexe. Donc là, on voit dans ces simulations deux cas de figure, soit un faisceau de 1000 watts, soit un faisceau de 1500 watts. Donc on voit que plus la puissance est élevée, plus le capillaire de vapeur donc, sera profond. Et à un instant T donné, on va couper le laser. Donc dans le cas où on a une puissance de 1000 watts, on voit que la porosité qui est formée va avoir suffisamment de temps pour remonter à la surface, alors que dans le cas d'une puissance de 1500 watts, dès que vous coupez le laser, donc vous allez refermer le capillaire de vapeur, donc qui va générer du coup une bulle de gaz, comme on le voit ici, mais la solidification fait que cette porosité va rester. Donc on a pu comparer aux expériences et on a pu également montrer que l'apparition de cette porosité avait également un côté aléatoire, puisqu'en fonction en fait, du moment où on coupait le faisceau laser, donc selon le champ de vitesse, si il permettait à la bulle de l'accélérer pour remonter pour remonter plus vite à la surface, on n'avait pas forcément apparition de la porosité. Donc ce modèle a également été étendu à un cas 3D, comme on le voit ici. Donc là, on fait une simulation dans le repère du laser, c'est la matière qui défile autour, donc ça permet aussi de limiter les temps de calcul. Et donc ça permet de voir, donc, en fonction de la puissance laser, on va avoir un soudage ici qui est débouchant, avec donc un capillaire ici, les écoulements qu'on voit autour. Donc là, ici, on a injecté des petites particules pour voir un petit peu le mélange des... Donc c'est purement numérique, hein, ces particules, c'est simplement pour avoir des traceurs et regarder un petit peu comment se déplace la matière. Et donc on voit les fortes turbulences ici qui apparaissent et qui vont également participer aux instabilités du bain liquide et favoriser également l'apparition des porosités. Donc là, en conclusion de cette présentation,
On a donc des modèles thermohydrodynamiques que l'on peut appliquer donc, pour les procédés de fabrication additive, qui vont permettre donc, du coup, de prédire des formes de bain et de dépôt, qui vont permettre également d'étudier l'influence de différents paramètres opératoires et prédire des défauts de type état de surface ou porosité. Par contre, donc là je n'ai pas trop insisté dessus, mais les temps de calcul restent un problème, donc il faut également avoir des différentes stratégies qui permettent de limiter les calculs. Et l'idée également d'avoir un couplage de ces modèles avec la partie thermomécanique. Hein. Donc ces modèles permettent notamment de pouvoir par exemple identifier des termes sources de chaleur équivalents qui vont être implémentés dans des modèles thermomécaniques qui vont permettre de pouvoir prédire donc, les contraintes et les déformations, et puis essayer de voir également, selon les conditions opératoires, les stratégies de balayage, de voir comment on peut du coup améliorer ces simulations. Donc je vous remercie pour votre attention. Je mets ici quelques références également que j'ai utilisées pour cette présentation. Merci à tous.